Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Pilote Mag. Aujourd'hui, nous allons parler eschatologie, Angraas, Alkuyama, Mappo, Ragnarok, Armageddon, Apocalypse. Enfin bref, appelez ça comme vous voulez, la fin du monde est dans toutes les cultures. Et qui dit fin du monde, dit monde post-apocalyptique. Les récits et les metteurs en scène sont légion. On peut par exemple penser à l'épopée de Gilgamesh, écrit en Mésopotamie vers 2000-1500 avant Jésus-Christ, qui fait partie des plus vieux récits aujourd'hui connus, ou encore plus ancré dans l'imaginaire collectif, à l'Arche de Noé. La thématique sera remise au goût du jour par les romanciers gothiques. Putain des mots. Enfin, si on pense instinctivement à des romans tels que La guerre des mondes de H.G. Wells ou son autre titre, La machine à voyager dans le temps, la première à remettre les récits post-apo au goût du jour va être Mary Shelley avec, en 1826, Le dernier homme. Car oui, elle n'a pas écrit que Frankenstein. Parmi les œuvres qui ont marqué le genre, on peut penser à des livres tels que 1984 de George Orwell, La planète des singes de Pierre Boulle, Je suis une légende de Richard Matheson ou Le fléau de Stephen King. On a également des films tels que Mad Max, Waterworld, Soleil vert ou 28 jours plus tard, voire des bandes dessinées telles que Tank Girl, Akira, Ken le survivant ou Gun. Et je vous parle même pas de tout l'univers zombie mort-vivant. Mais qu'en est-il vraiment des séries télé ? Le genre est surtout dominé par le dessin animé et se développe vraiment à partir des années 80, décennie qui verra naître Les Mondes Engloutis, l'adaptation à l'écran de Ken le survivant ou Dominion Tank Police qui sera maintes fois dérivée entre 1988 et 2006. L'approche de l'an 2000 verra le genre exploser avec pas moins de 5 séries et animés lancées en 1999 et on aura vraiment des séries marquantes avec en 2000 Dark Angel, Jeremiah en 2002, Jericho en 2006, Day One en 2010 ou encore Les 100 en 2014. Si le genre va mettre pas mal de temps à s'imposer sur le petit écran, quelle va être la première série post-apocalyptique ? Techniquement, c'est La planète des singes, diffusée à partir du 13 septembre 1974 sur CBS, mais j'ai un petit peu de mal à la considérer comme étant notre point de départ, puisqu'il s'agit d'une série dérivée des films, sortis entre 1968 et 1975, eux-mêmes basés sur le roman de Pierre Boulle écrit en 1963. Il s'agit de la poursuite télévisuelle d'un univers préexistant et non pas d'une création originelle destinée au petit écran. Pour moi, les origines télévisuelles remontent au 16 avril 1975 avec le lancement sur la chaîne BBC One en Grande-Bretagne d'une série créée par Terry Nation. Enfin si, Terry Nation, on en a déjà parlé, ça devrait vous dire quelque chose. Allez, Terry Nation, le mec qui a créé les Daleks. Enfin bref, une série créée par Terry Nation et produite par Terence Dudley, Survivors. Si le titre vous dit peut-être quelque chose, c'est sûrement parce que vous avez vu le remake réalisé en 2008. Mais il y a très peu de chances que vous soyez tombé sur l'original puisqu'il n'a jamais été diffusé en France. Tout commence par une simple grippe. Dans le premier épisode, nous allons suivre le parcours de deux femmes face à la pandémie, Abby Grant et Jenny Richard. Abby est une femme au foyer, plutôt aisée, dont le fils Peter est en camp de vacances. Elle va apprendre par le médecin du village qu'une grippe foudroyante est en train de se propager. Ce médecin sent qu'il y a quelque chose d'inhabituel avec cette épidémie et fait le tour des foyers pour vacciner les habitants. Jenny, elle, travaille comme secrétaire à Londres. Elle tient le chevet de son amie Pat, tombée gravement malade. En plus de la toux habituelle, elle constate que des ganglions se sont développés sous les bras de son amie. Elle part à l'hôpital pour chercher des secours, mais ces derniers sont engorgés par de nombreux patients venus se faire vacciner et par le nombre de morts. Elle réussit à emmener un médecin de ses amis voir la malade, mais à son arrivée, il est déjà trop tard. Ce dernier lui conseille de fuir Londres, car les gens étant affaiblis par la grippe et au vu du nombre de cadavres, c'est le terrain fertile pour le développement de nombreuses autres maladies, telles le typhus, le choléra, la peste, etc. Petit à petit, les médias relayant l'avancée de la pandémie vont cesser d'émettre, puis c'est l'électricité qui va venir à manquer. Abby va tomber malade à son tour. Après une longue agonie, elle va se réveiller guérie. Son organisme a réussi à combattre la maladie. Seulement, c'est la seule. Elle trouve son mari David mort dans le salon et dans le village, ce ne sont que rues désertes et corps sans vie. Oh God. Please don't let me be the only one. Elle va partir à la recherche de son fils Peter. Arrivée au centre, où il était parti en vacances, elle ne trouve que des lits avec des corps d'enfants sans vie, mais pas de traces de celui de son fils. Le concierge, survivant car naturellement immunisé contre la maladie, lui apprend qu'un moniteur, pour préserver les enfants,
en a emmené certains, dont son fils, faire du camping pour les éloigner du foyer de contagion. Il la met également face à une certaine réalité. De nombreuses ressources sont encore disponibles dans les supermarchés déserts et autres, mais cela ne durera qu'un temps. Il va falloir apprendre à tout faire ou refaire, et ce depuis zéro. Nous sommes à une époque capable d'envoyer des hommes sur la Lune, mais sommes incapables de fabriquer une simple bougie par nos propres moyens de A à Z. Abby décide de ne pas perdre espoir et de partir à la recherche de son fils. Mais avant cela, elle rentre chez elle, coupe ses cheveux et met le feu à sa maison où se trouve encore le corps de son mari, prenant ainsi symboliquement un nouveau départ. Première chose notable, au cours de l'épisode, aucune explication ne sera donnée quant à l'origine de la pandémie. Pour cela, il faut se référer au générique de la série qui nous l'explique sans un mot. Il va y avoir un accident dans un laboratoire en Chine. De là, le virus qui a été modifié va commencer à se répandre et à faire des premières victimes sur le territoire chinois. Mais avant que les premiers décès ne se fassent connaître, le virus aura déjà transité par voie aérienne, Moscou, Berlin, Singapour, New York, Paris. Ce générique, très simple dans sa réalisation, nous montre comment une maladie peut se développer et se répandre très vite au niveau mondial. Et comme il s'agit d'un générique, cela nous sera répété encore et encore et encore en chaque introduction d'épisode, comme pour nous mettre en garde contre ce danger potentiel qui pèse sur nous. Et cela reste encore étonnamment d'actualité et c'est vérifié il n'y a pas si longtemps que ça avec les cas de la grippe aviaire ou de Ebola. Seconde chose notable dans cet épisode est la place donnée aux personnages féminins. Ce sont effectivement 2 femmes que nous allons suivre et qui vont par la suite former le noyau dur du groupe de survivants. Enfin, je dirais même plus. Ce sont 2 femmes tout à fait normales, issues des classes moyennes et non pas des Wonder Woman ou des Super Jamie. Non, c'est très important. Ce sont des femmes tout à fait banales, que l'on pourrait croiser tous les jours, qui vont se retrouver face à une situation extraordinaire et vont devoir apprendre à vivre, voire même à survivre avec. Dans le second épisode, on va voir l'arrivée de Greg Preston, qui va apporter au groupe son savoir-faire manuel et de certaines aptitudes à gérer les situations de crise. Mais le rôle de leader revient à Abby Grant. La première saison va s'articuler autour de 2 points centraux. La quête de ressources, que ce soit de première nécessité comme l'eau ou la nourriture, et énergétique comme le pétrole ou le charbon, avec de nombreux conflits qui vont être générés avec les personnes ayant fait la mainmise sur les centres commerciaux ou les mines de charbon, et, au fur et à mesure que le groupe va s'agrandir, va se poser le problème de la reconstruction de la société. Nous sommes dans les années 70, et la vie communautaire hippie est encore bien présente, mais les scénaristes vont essayer, après s'en être bien évidemment inspirés pour l'écriture, de pousser les choses un tout petit peu plus loin. Nous sommes dans un monde où 99% de la population a disparu. Et il n'y a donc plus ni force de police, ni tribunaux. Comment donc faire appliquer la loi ? Passer la loi du plus fort, qui va bien évidemment s'appliquer pour le contrôle des ressources, va très vite se poser le problème de la justice. Ainsi, dans l'épisode 9, Law and Order, scénarisé par Clive Exton, l'un des 3 scénaristes de la première saison avec Terry Nation et Jack Render, notre groupe de survivants va devoir former un tribunal populaire pour juger l'un d'entre eux accusé d'avoir commis un meurtre au sein de la communauté. 2 seuls verdicts sont possibles, le bannissement ou la peine de mort. Au final, pour moi, la série Survivors est très bonne sur tous les points. Enfin, presque tous. Il y a juste les personnages qui me dérangent. Enfin, pas les personnages en tant que personne, mais les personnages physiquement. Enfin, physiquement, comment dire dans les extraits qu'on a vus jusqu'à présent, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les personnages sont toujours très propres sur eux, très clean, les vêtements impeccablement repassés, le brushing parfait. On est dans un mode post-apocalyptique là, on s'attend à voir de la sueur, du sang, de la boue, pas des gens propres comme ça quoi, mais ça doit cacher quelque chose. Marre des cheveux cassants et abîmés? Marre d'avoir le teint terne et les vêtements sales? Les laboratoires Ragnarok ont créé pour vous Ftagn. Grâce à ses 4 cavaliers actifs, Ftagn répare et fortifie vos cheveux, retend votre peau, nourrit votre derme et votre épiderme. Ftagn vient à bout des tâches les plus difficiles sans frotter ni même laver. Grâce à Ftagn, ma peau est lisse, mes cheveux soyeux et mon linge sent bon la lavande. Ftagn, élu produit de l'année par Cthulhu. Attention, l'apocalypse peut provoquer la mort de 99% de la population, à consommer avec modération. Au final, l'explication est très simple. C'est juste une question de raccord.
C'était très dur pour les costumiers et maquilleurs de faire des raccords bien nets, bien propres entre guillemets, avec des vêtements sales, les mêmes taches au même endroit, la boue, la coiffure un peu aléatoire. Ils ont donc, pour des questions pratiques, décidé de faire des raccords sur du propre. Les influences de Terry Nation pour l'écriture de Survivors sont difficilement identifiables, du fait que c'est le premier à vraiment se placer dans notre présent, ou un futur très proche, à ne pas jouer la carte de la science-fiction, faisant ainsi interagir tous ces personnages avec les objets du présent de l'époque. Dans la littérature d'avant 1975, il y avait pour les récits post-apo 3 grandes lignes directrices qui revenaient régulièrement, qui étaient les derniers jours de l'humanité, l'exode et la vie du dernier être humain sur Terre. Cette idée de reconstruction d'une société est vraiment novatrice pour l'époque. 2 livres, ne venant pas du roman, semblent toutefois avoir servi de base à la création de la série. Tout d'abord Farming for Self-Sufficiency de John Seymour, publié en 1973, qui nous explique comment devenir autosuffisant au niveau agricole en ne partant de rien. Second livre d'importance dans la création de Survivors, le recueil d'essais de l'économiste Ernest Friedrich Schumacher, publié en 1973, Small is Beautiful, une société à la mesure de l'homme, qui revient sur les problèmes de l'économie du début des années 70 et analyse les possibilités liées à une bonne utilisation des ressources, qu'elles soient agricoles, industrielles, énergétiques, technologiques ou juste la plus importante d'entre elles, l'éducation. Il revient sur l'organisation et la notion de propriété. Au regard de ce second ouvrage, il n'est pas étonnant de voir que dans la série, ce sont les personnes issues des classes moyennes, plus populaires, généralement des personnes plus manuelles, qui s'en sortent le mieux, contrairement aux personnes issues des classes supérieures, aisées, qui deviennent d'un seul coup inutiles. Enfin, inutiles, pas totalement. Du fait de leurs hautes études, ce sont les personnes qui se retrouvent être les mieux placées pour pouvoir transmettre le savoir aux jeunes générations. L'écrivain Brian Clemens clamera la paternité de la série, assurant qu'il avait déposé l'idée en 1965 à la Guilde des écrivains de Grande-Bretagne et qu'il en avait parlé à Terry Nation à la fin des années 60, chose que Terry Nation refutera. Il s'en suivra un procès qui sera abandonné à cause de frais juridiques trop élevés. Terry Nation quittera l'équipe scénaristique de Survivors à la fin de la première saison. Il écrira par la suite une novélisation en 1976. C'est sur les bases de ce roman que se basera la BBC pour commander un remake en 2007 qui sera diffusé à partir du 23 novembre 2008. Remake portant le même nom que la série originelle, Survivors. Lors du passage du script au roman, Terry Nation reprendra que les scénarios des 7 épisodes sur 13 que comporte la première saison qu'il avait lui-même scénarisé, nous offrant ainsi une version condensée de la série, mais uniquement telle que lui-même l'avait imaginée. Le dernier épisode sera modifié afin d'offrir une fin au lecteur. Un second roman, Genesis of a Hero, écrit par John Hears en 1977, va voir le jour. Il va se placer dans la suite de la novélisation de Terry Nation tout en faisant abstraction des saisons 2 et 3 de la série, créant ainsi un arc parallèle à l'histoire originelle. Ce roman ne sera pas adapté lors de la réalisation du remake en 2008. Le premier épisode du remake se base donc sur la première partie du livre de Terry Nation, lui-même basé sur les 2 premiers épisodes de la série originelle, The Four Horsemen et Genesis. Il n'est donc pas étonnant de voir quelques personnages intervenir un tout petit peu plus tôt dans la série. L'origine de la pandémie n'est pas expliquée ici non plus. Le générique par contre n'y fera pas allusion, se concentrant sur l'idée de propagation rapide en montrant les virus se multiplier en superposition à des scènes de la vie quotidienne un peu partout autour du monde. La progression de la maladie sera renforcée par sa représentation dans les médias et par le personnage de Samantha Willis qui incarne un membre du ministère de la Santé et qui fera l'intermédiaire entre le gouvernement et les médias pour informer la population. L'histoire de Abby Grant va rester sensiblement la même. Elle va tomber malade alors que son fils Peter est parti en classe verte et, guéri, à son réveil, partira à sa recherche, persuadé qu'il doit être lui aussi encore vivant. Jenny Richard, ici rebaptisée Jenny Walsh, est également présente. Seulement, le personnage va être éphémère. Toujours au chevet de son amie Pat, elle va emmener cette dernière à l'hôpital voir une médecin de ses amis, le docteur Anya Razinski,
Et c'est ce docteur et non Jenny qui va survivre à la pandémie et fera partie du noyau dur du groupe de survivants. Cachant dans un premier temps ses talents médicaux, elle correspond dans la série mère au personnage de Ruth Anderson, étudiante infirmière qui deviendra médecin itinérant, apparu dans le dernier épisode de la saison 1. Greg Preston, arrivé dans le second épisode de la série mère, est présent dans notre épisode pilote. Tout comme dans l'histoire originale, c'est au début un individualiste qui ne veut pas se mêler aux autres survivants, mais qui finira par intégrer le groupe, convaincu par Abby de la nécessité de faire front ensemble face à l'adversité et de la chance qu'ils ont d'être ensemble. Si Abby reste le leader du groupe, Greg semble ici aussi être la personne la plus apte à survivre dans ce monde post-apocalyptique. Afin d'étoffer un petit peu le roman et de l'actualiser, de nouveaux personnages vont faire leur apparition. Tout d'abord, nous allons avoir le personnage de Tom Price, un détenu de la prison de Wandsworth. Seul prisonnier rescapé, il gagnera sa liberté en tuant un gardien. Il va se rendre chez sa mère qu'il retrouvera morte. Et partira sur les routes, non sans avoir amené avec lui un sac rempli de billets et une arme qu'il avait cachée chez sa défunte mère. Après avoir, à sa dépens, montré sa vraie nature à deux personnes qui vont le prendre en stop, il décidera de la jouer profil bas lorsque Anya le retrouvera blessé sur le bord de la route. Tom est présent pour nous rappeler la noirceur de la nature humaine, mais malgré ses accès de violence et son manque de remords, sa loyauté envers le groupe en fera un personnage auquel on va s'attacher. Le passage avec le sac de billets fait écho à un court extrait du premier épisode de 1975, au cours duquel on peut voir Jenny porter assistance et soutien à un homme agonisant. Après le décès de ce dernier, elle découvre que le sac qu'il tenait absolument à protéger était rempli de billets. Les images nous montrent l'absurdité de cet homme qui se rattache à des bouts de papier qui n'ont plus de valeur dans ce monde apocalyptique que celle qu'il voulait bien leur donner. Tom Price agit de la même manière dans l'épisode, mais saura évoluer vers d'autres valeurs liées à la vie en groupe et à sa défense contre les menaces extérieures, tâches dans lesquelles, de par sa nature, il va se révéler particulièrement doué. Nous allons voir apparaître deux nouveaux personnages qui vont marcher de concert, Al Sadek et Najid Hanif. Al est un jeune homme, fils d'une des plus grandes fortunes des Émirats arabes, habitué de jet-set. Au lendemain de l'hécatombe, il va se retrouver désemparé, son mode de vie reposant essentiellement sur la technologie et le luxe. Il est d'ailleurs amusant de le voir se retrouver avec pour seule nourriture du caviar et du champagne. Il va décider de prendre la route et va tomber sur Najid, un enfant de 11 ans élevé par son père dans le respect de la religion musulmane. Il est intéressant de voir que malgré son jeune âge, Najid va agir de manière calme et réfléchie alors que Al, adulte, se conduit comme un gamin. L'épisode se termine lorsque nos protagonistes se retrouvent sur l'autoroute et décident de rester ensemble, formant ainsi un groupe de survivants. Au final, le remake de 2008 va se montrer bien plus politique que l'original de 1975, et ce, en partie grâce au personnage de Samantha Willis, ancien ministre qui va se retrouver parmi les survivants et va donc tenter de refonder un semblant de gouvernement. En fin d'épisode, on va voir également poindre un début de conspiration médicale. Alors, on ne sait pas trop encore s'ils sont à l'origine de la maladie ou si c'est juste de trouver un vaccin et de se protéger des survivants en s'enfermant dans un bunker. Tout ce qu'on sait, c'est que ils sont là, il y a une conspiration et au final, ça apporte pas grand-chose d'intéressant à l'histoire. L'important étant bien sûr les survivants et non pas la maladie en elle-même. Si vous voulez avoir une autre bonne relecture de Survivors, je vous conseillerais d'aller voir du côté de The Walking Dead, qui s'inscrit bien dans la lignée de l'œuvre de Terry Nation et va apporter un élément perturbateur qui lui va pouvoir s'inscrire dans la durée, avec le mort-vivant. Cette émission est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivi en ma compagnie et vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle émission. Bonjour chez vous.